Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce direct live consacré à l'expérience collaborateur à l'épreuve 2019 avec Douglas Rosanne, donc directeur de l'expérience collaborateur solutions stratégie de Qualtrics, qui nous relatera des résultats en exclusivité issus d'une étude menée pendant le confinement dans 7 pays. Bon direct live à toutes et à tous. Sans plus attendre, je laisse la parole à Émilie et Charles-Henri, nos deux modérateurs. Bonjour à tous, nous sommes ravis d'avoir ce temps de partager d'échange avec vous. Donc, pour introduire Douglas Rosanne, en fait, on a la chance aujourd'hui que vous nous parliez en fait des études sur l'engagement collaborateur, l'expérience collaborateur plus globalement, et en particulier dans cette période de pandémie, l'état psychologique des salariés, la réduction et la maximisation de cette expérience et de ce sentiment collaborateur en entreprise. Vous avez une expérience vraiment extensive au niveau des études. Vous avez pendant longtemps été directeur des études de plusieurs grands groupes, donc Omnicom, Sofres, Ipsos Opinion. Vous avez par ailleurs travaillé en tant que dans une société de conseil et d'études sur le capital humain, donc ISR, avant de rejoindre Qualtrics en qualité effectivement de directeur de l'expérience collaborateur, l'expérience employée. Merci à vous de témoigner aujourd'hui dans cette session live. Oui, merci beaucoup Émilie. Bonjour à tout le monde. Bonjour Charles-Henri. Merci Sophie de cette opportunité pour présenter les résultats de ces différentes enquêtes que nous menons chez Qualtrics. Donc c'est vrai que j'ai plus de 25 ans dans l'analyse et de l'opinion de l'engagement des salariés, et c'est vrai que c'est un moment particulièrement intéressant pour vivre cette expérience collaborateur. Peut-être juste deux mots sur Qualtrics avant de commencer à présenter les résultats. Donc Qualtrics que j'ai rejoint donc il y a 6 mois. D'un univers de conseil en ressources humaines un peu plus classique, en fait est une entreprise en fait de gestion de l'expérience. Donc c'est vrai que l'avènement de l'économie de l'expérience, ça fait en sorte que en fait les entreprises doivent s'intéresser davantage quand même à l'expérience de leurs différentes parties prenantes. Donc nous proposons des plateformes qui permettent à la fois de mesurer, mais aussi de corréler avec la performance et surtout d'agir en fonction de ce feedback des différentes parties prenantes. Donc, moi, je suis dans une équipe exclusivement dédiée à l'expérience collaborateur, donc des centaines de psychologues, d'ingénieurs, de consultants qui travaillent avec des milliers d'entreprises dans le monde pour mettre en place donc des programmes d'écoute et d'expérience collaborateur. Donc, on a plus de 5000 clients dans cet espace. On est présent en France depuis 2 ans. On travaille déjà avec un quart du CAC 40. Information importante aussi, donc nous avons été rachetés par le groupe SAP, donc il y a bientôt 1 an, qui comprend tout à fait donc l'importance de l'expérience dans l'économie de demain. Et donc, en quelque sorte, notre raison d'être, notre mission, en fait, c'est d'aider les entreprises à combler les écarts qui vont exister. On va constater que, en fait, les salariés se disent pas toujours engagés. C'est un phénomène qui est particulièrement important en France. Et pourtant, les directions pensent qu'ils engagent très, très bien leurs salariés. Donc, en fait, comment aider les entreprises à combler ces gaps qu'on va constater donc dans l'expérience et l'engagement. Voilà. Bien, alors je vais prendre la main. Merci Émilie, merci Douglas. On va rentrer dans le vif du sujet très rapidement parce que Douglas, on a envie d'abord de vous demander comment est-ce que vous voyez, vous avez vu l'expérience collaborateur avant la crise, avant le Covid-19. Et d'ailleurs, pour amorcer le débat, nous allons lancer le premier sondage que vous allez voir apparaître et on va vous demander à tous de répondre à une question simple, c'est avez-vous défini et mis en œuvre un programme d'expérience collaborateur dans votre entreprise? Et il y a des réponses assez simples. Donc, les réponses vont arriver et Douglas pourra les commenter. Voilà, Douglas, je vous laisse la main.
D'accord, merci Charles-Henri. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que, en fait, beaucoup d'entreprises en parlent. On va voir à peu près le résultat du sondage dans quelques minutes. Mon constat, c'est que, en fait, la plupart continuent à déployer des programmes d'écoute qui sont relativement traditionnels, assez classiques. Si on a de la chance, on travaille dans une entreprise qui va interroger les salariés une fois par an, principalement autour des sujets liés à l'engagement. Mais en fait, on sait que c'est un exercice assez limitant, surtout par les temps qui courent et dans des économies qui vont de plus en plus vite. Et en fait, surtout aussi parce que les salariés demandent à avoir un feedback beaucoup plus fréquent par rapport à leur expérience dans l'entreprise. Donc aujourd'hui, plus de 3/4 des salariés veulent qu'on leur demande leur avis plus d'une fois par an. Et en fait, la fréquence préférée des salariés de façon globale, c'est au moins 4 fois par an. Et c'est 2 fois plus chez les milléniaux, vous vous imaginez, que les jeunes aujourd'hui veulent donner leur feedback beaucoup plus régulièrement. Moi, je dois partager une confiance avec vous. En fait, quand cette mode de pulse et d'enquête presque en continu, en fait, est arrivée, j'étais un peu sceptique parce que je constatais que les entreprises déjà n'utilisaient pas bien, en fait, les résultats qu'ils avaient. Mais en fait, et c'est là tout le secret d'une bonne politique d'écoute, c'est d'agir par rapport au feedback qu'on reçoit. Et on sait très bien que c'est très engageant pour un salarié, en fait, d'avoir le sentiment que son feedback est utilisé, pris en compte. Et quand c'est le cas, en fait, on va se motiver beaucoup plus dans l'entreprise. Douglas, je Oui. peux vous interrompre une seconde. Vous pouvez utiliser le chat qui est à votre droite sur l'écran ou les questions, l'icône questions. C'est très sympa de pouvoir voir en direct vos réactions. Et c'est un moyen d'avoir, comme vous venez de le dire, du pulse. Voilà, on est dans le feedback continu, c'est bien. Donc, le nouveau paysage de l'expérience collaborateur d'un programme d'écoute moderne, en fait, pourrait ressembler plutôt à ceci. Donc, en fait, on est plutôt dans une analyse des moments qui vont vraiment compter pour l'individu. Certes, l'engagement n'est pas mort. Je pense que c'est très important de continuer à mener des enquêtes d'ordre stratégique à une fréquence déterminée. Mais en fait, il y a beaucoup d'autres moments dans la vie d'un salarié, en fait, qui sont chargés émotionnellement et qui sont d'une importance clé par rapport à leur carrière, qui sont bien sûr donc l'arrivée dans l'entreprise, les formations, les promotions, tous ces éléments en fait structurants dans la carrière. Donc c'est très important d'être au plus près de ces moments et en fait c'est ça la démarche que nous cherchons à prôner avec nos clients. Voilà, donc on a eu la chance de mener une enquête juste avant le confinement, donc au mois de février, pour faire un état un petit peu sur la qualité d'écoute des entreprises par rapport à leurs salariés. Aujourd'hui, le premier constat est un peu affligeant. Seul un tiers des salariés déclarent disposer d'un programme de feedback par rapport à leur expérience collaborateur et ça ne grimpe qu'à 40% dans les entreprises de plus de 500 salariés. Et seulement un salarié sur 5 peut s'exprimer plus d'une fois par trimestre. Au moins une fois tous les 3 mois. Donc, c'est vraiment très, très pauvre par rapport à ce qu'on a vu, par rapport aux attentes donc, des collaborateurs. Donc, il y a une frustration par rapport à la fréquence. Il y a aussi une frustration par rapport au contenu. Seule la moitié des salariés jugent que les questions qui sont posées dans le cadre des enquêtes internes, en fait, sont pertinentes par rapport à leur vécu. Et on sait très, très bien, en fait, que plus il y a une corrélation entre le sentiment, en fait, d'avoir été compris par son manager, en fait, plus on va avoir le sentiment que ces dispositifs fréquentent portent de la valeur. Donc, il y a vraiment une très, très forte corrélation, en fait, entre la fréquence, là encore, et le sentiment d'être compris par l'encadrement. D'autant plus que les gens, en fait, sont très à l'aise pour s'exprimer. Donc, en fait, je pense qu'il y a cette idée, en fait, que les gens, parfois, se freinent un tout petit peu. C'est pas du tout le cas. En fait, surtout en France, je pense qu'on est très, très prêt à dire sa vérité. C'est peut-être cette vérité-là, cette transparence-là qui fait que souvent, les salariés français sont parmi les plus négatifs par rapport à leur vécu dans l'entreprise par rapport à d'autres cultures.
mais le constat est là, en fait, aujourd'hui, on a le sentiment qu'on n'est pas suffisamment écouté, suffisamment entendu. Un salarié sur deux seulement estime que ses dirigeants comprennent les vrais défis auxquels donc les salariés doivent faire face donc au quotidien dans leur travail. Et puis je terminerai par un dernier résultat. Aujourd'hui, le sentiment que lorsqu'on demande son feedback, il n'y a pas nécessairement une action en fait qui arrive en conséquence, que ça se traduit pas nécessairement donc en amélioration. Et je pense que c'est là où vraiment où le bas blesse. Aujourd'hui, ces outils, ces dispositifs ne sont pas utilisés suffisamment pour piloter l'action donc dans l'entreprise. On est bien loin du système d'action en fait que nous prenons donc chez Qualtrics. Voilà, donc ça c'est un tout petit peu donc l'état général donc avant le début du confinement. Voilà. Avant la crise, hein, avant la crise, tout à fait. Alors, si vous regardez, Douglas, le sondage, si vous allez sur le sondage, vous verrez que de façon absolument extraordinaire, c'est qu'on a effectivement vous disiez, je crois, 35% des salariés disent qu'ils ont un sondage régulier. Il y a une écoute à 33%. D'accord. Okay. Et même à 35% si on compte le défini mais peu mis en œuvre. D'accord. Alors qu'on a 44% non. C'est quand même intéressant pour vous. Tout à fait. En plus, on est auprès d'une population qui est plus au fait un tout petit peu des programmes qui existent. Donc, c'est vraiment, je suis content de savoir qu'il y a une cohérence quand même dans nos chiffres. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez la même situation dans les autres pays? En fait, l'expérience qu'on appelle, il y a toujours, en fait, je pense qu'on est vraiment dans une distribution à la Pareto. Il y a 20% à peu près des entreprises qui ont compris un peu la logique de ces systèmes-là et en fait qui déploient aujourd'hui des systèmes de feedback qui vraiment prennent en compte donc les moments qui comptent pour les salariés. Mais en fait, il y a beaucoup de travail à faire, même dans les marchés les plus évolués. Voilà, juste peut-être pour terminer sur cette première partie, il y a une question qui est d'Isabelle Grémaud qui dit « Comment favoriser les enquêtes et éviter le beaucoup trop d'enquêtes qui peut saturer les personnes ?» Donc, en fait, une enquête est perçue comme étant de trop lorsqu'il n'y a pas un retour, il n'y a pas une action qui est mise en œuvre en conséquence de ça. En fait, je pense que c'est très important, en fait, de concentrer ses efforts de mesure sur des choses très, très précises et se mettre vraiment en phase de l'expérience du salarié. Si vous faites un feedback sur une formation, vous le faites tout de suite après la formation. Si vous voulez faire un feedback sur un programme d'onboarding, vous le faites au moment où le salarié est en train de parcourir les différentes étapes de cela. En fait, il y a trop d'enquêtes génériques qui traitent des sujets trop stratégique, trop high level par rapport au vécu du salarié dans son quotidien. En fait, c'est ça qui est important. Bien, Émilie, je te laisse la main sur la deuxième séquence, effectivement. Donc, Douglas, en fait, ce que vous venez de décrire et présenter, c'est l'état général, en fait, en dehors de cette situation que nous vivons actuellement, en dehors du Covid-19. En quoi l'opinion a-t-elle évolué pendant le Covid-19? Quelles sont les conséquences de cette pandémie en fait sur la perception des salariés? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Et de la même manière que sur la séquence précédente, nous proposons aux participants, à l'audience, en fait, de pouvoir trouver un sondage sur la droite de l'écran qui vous permet de participer et de donner votre feedback sur le fait que chez vous, dans vos entreprises, depuis le début du Covid-19, est-ce que vous avez effectivement lancé des enquêtes en interne pour connaître et appréhender l'état psychologique de votre salarié? Donc, on vous propose effectivement de participer à ce sondage pendant que Douglas répond à cette question de l'évolution de l'opinion et de la perception des salariés en entreprise pendant le Covid-19. À vous, Douglas. Merci beaucoup, Émilie. Donc, en fait, il est très difficile de suivre des indicateurs comme l'engagement par les temps qui courent. Donc, on a concentré nos efforts surtout sur l'impact, en fait, de cette crise et notamment le confinement, sur la santé, l'état psychologique des salariés. Donc, c'est vrai que santé mentale, ça fait très sérieux. Donc, je parlerai peut-être autant d'état psychologique ou éventuellement de détresse psychologique en parcourant ces différents éléments. Donc, on a fait cette enquête donc début avril. Donc, on est à 2 à 3 semaines après le début du confinement en France. On l'a réalisé dans 7 pays, donc la France, bien sûr, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis,
Singapour, Australie et Nouvelle-Zélande. Et je vais principalement commenter les résultats d'ensemble parce qu'en fait, il y a une grande homogénéité des résultats en fait d'un pays à l'autre. Et le premier constat, c'est que aujourd'hui, plus de 2 répondants sur 5 déclarent que leur santé mentale s'est détériorée, donc a diminué, donc depuis l'avènement du Covid-19. Donc le score en France, juste à titre d'exemple, est de 45%. Donc on est vraiment dans des ordres de grandeur similaires. Et en fait, le passage à une nouvelle organisation de travail à distance, en fait, a eu un impact significatif donc sur cet état psychologique. Et c'est surtout auprès des gens qui découvrent le télétravail pour la première fois, ils ont 30% de chances de plus, en fait, d'être en détresse psychologique par rapport à ceux qui l'avaient pratiqué, ne serait-ce qu'occasionnellement auparavant. Mais sinon, en fait, on va voir le même ordre de grandeur dans les résultats lorsqu'on décline donc par géographie, comme j'ai dit, par statut dans l'entreprise. Et ce qui est très remarquable, c'est de constater que le cadre dirigeant aujourd'hui a presque autant de problèmes à gérer la situation, en fait, que n'importe quel autre salarié. Donc, c'est vrai que ça donne peut-être un nouveau sens à la notion de solitude du leader. Donc, on a posé beaucoup de questions donc sur les différents aspects donc de cet état psychologique. En premier lieu, donc le stress. Et aujourd'hui, on constate une augmentation sensible, 67%, en fait, de salariés qui signalent des niveaux de stress qui sont plus élevés que ceux qu'ils avaient constatés donc avant, avec seulement 8% qui disent que leur niveau de stress a diminué. J'aimerais bien les connaître, cela. Lorsqu'on demande aux gens, en fait, de ce qui a contribué le plus donc à cette augmentation de stress, on va constater bien sûr donc la peur de contracter la maladie, donc c'est évident, l'impact financier, donc plutôt sur le foyer, sur les finances personnelles, le fait d'être coincé bien sûr donc à la maison, la solitude, l'isolement social, donc qui est évident, et aussi les craintes pour l'emploi, même si ce phénomène, et c'est une des spécificités françaises, est bien plus atténué ici par rapport à d'autres d'autres pays qui ont réagi très très différemment. C'est vrai que la sécurité sociale, le système de sécurité en France, en fait, a bien joué son rôle pour pondérer un tout petit peu cette peur par rapport au chômage long terme. Bon, on ne connaît pas la suite bien sûr, mais aujourd'hui les gens sont plutôt bien épargnés par rapport à d'autres économies. On observe aussi donc une augmentation du niveau de l'anxiété, donc dans des proportions similaires, et c'est surtout bien sûr donc chez les parents de jeunes enfants scolarisés qui tout d'un coup doivent jongler avec une organisation donc dans la journée qui est très très complexe. J'imagine qu'il y a des gens donc qui nous écoutent qui doivent comprendre cela. En fait, c'est quelque chose en fait qui est très anxiogène. En fait, le fait de pouvoir gérer l'éducation des enfants en parallèle. On observe donc des symptômes très inquiétants, en fait, et qui se manifestent bien sûr de plusieurs façons, même si tous ces phénomènes-là sont assez interdépendants. Donc, parmi les plus cités, plus de la moitié des gens disent qu'ils sont en épuisement émotionnel. Il y a plus de tristesse, plus d'irritabilité donc au quotidien. Et on va constater donc une augmentation des niveaux de confusion, d'insomnie bien sûr, de colère. Et très intéressant aussi, des sentiments de culpabilité. En fait, le fait de ne pas pouvoir bien faire aujourd'hui est quelque chose qui est très, très frustrant et pour beaucoup de monde. Alors, bien sûr, donc tout cela donc, a un effet sur la productivité. C'est pas du tout surprenant de voir qu'aujourd'hui, il y a à peu près un tiers des salariés qui disent que leur productivité a baissé. Les raisons qui sont citées, c'est problème de concentration, difficile d'effectuer des tâches, difficile à raisonner et à prendre des décisions. Il y a des phénomènes de procrastination. Donc, dès lors que la tâche devient trop difficile, on a tendance plutôt à le repousser. Et bien sûr, donc, le fait de devoir jongler avec une complexité de choses, une multitude de choses et d'urgences. Alors, comment répondre à cette fragilité accrue donc, des salariés? Donc, et c'est vrai que l'enquête apporte un certain nombre de réponses. Il y a même des choses qui fonctionnent plutôt bien. Et d'abord, en fait, c'est le rôle du management de proximité. Donc, il joue un rôle essentiel dans la communication et dans le soutien
des salariés. Et donc, à la question à qui vous parlerez pour adresser un problème de santé mentale, en fait, le manager arrive en deuxième lieu, donc juste derrière donc un collègue. Donc, c'est vrai que c'est un score, je trouve, qui est très intéressant. Il y a d'autres questions sur le rôle de manager pendant cette crise qui vont tout à fait dans le même sens. Il y a presque 6 salariés sur 10 qui sont à l'aise avec l'idée que leur manager leur demande proactivement quelle est leur santé mentale. Et il y a 4 salariés sur 10 qui veulent que leur manager prenne les devants et leur pose la question de comment ils vont. Donc, on constate que le management de proximité vraiment est au rendez-vous et tous les éléments qualitatifs que nous avons glanés donc vont dans le même sens. Je vous laisse, et je n'ai pas nécessairement une interprétation de cela, mais vous voyez que les RH arrivent à seulement 9% dans cette question. Je ne sais pas si c'est une bonne ou une mauvaise chose, mais je vous laisse le soin d'y répondre. Autre élément, en fait, je pense qui est très intéressant, qui nous permet de nous projeter, c'est en fait la fréquence souhaitée des communications. Et en fait, la très grande majorité des gens veulent qu'on communique, qu'on surcommunique pendant ce moment de crise. Donc, il y a un salarié sur 3 qui veut qu'on communique tous les jours et il y a 9 sur 10 qui veulent qu'on communique au moins une fois par semaine. Donc, vous voyez qu'en fait, il est très important d'être presque en excès de communication, quitte à baisser un peu la voilure par la suite, que de prendre le risque de sous-communiquer dans un premier temps. Et parmi les éléments, en fait, les gens sont plutôt bien contents aujourd'hui par rapport à la qualité des communications qu'ils reçoivent. C'est en fait les informations qui leur permettent de bien jouer leur rôle, donc à travers cette crise, de bien comprendre ce qu'ils doivent faire, quelles sont les priorités, et puis les aider un tout petit peu à agir par rapport à leur bien-être. Les entreprises ont vraiment mis l'accent quand même sur le soutien au bien-être donc des salariés. Il y a par contre donc un élément qui moi personnellement me frustre un tout petit peu, qui fait un tout petit peu mal. Aujourd'hui, il y a 37% des salariés en France qui déclarent que leur entreprise leur a pas demandé s'ils allaient bien. Donc en fait, on a mis en place des systèmes, des process, on a un encadrement qui est présent, mais on leur a pas demandé aux gens comment ils allaient. Alors c'est un score qui est semblable, par exemple en Angleterre, mais on est bien en dessous de ce qu'on va constater aux États-Unis et surtout en Allemagne. Les Allemands ont bien compris un certain nombre de choses pendant cette crise et c'est aussi dans la façon justement d'agir, d'être en proximité émotionnelle avec les salariés. Et donc, il y a plusieurs façons de répondre à cette question et c'est vrai que le management de proximité a joué son rôle, mais il y a d'autres façons en fait de demander aux gens comment ils vont et notamment par des feedbacks plus structurés. Et je pense que face à des situations comme celle-ci, il est très important en fait, pour pouvoir voir l'ensemble des angles morts, pour récupérer aussi des défauts de management qui peuvent exister, en fait, de mener des enquêtes de façon un tout petit peu plus systématique. Et moi, personnellement, je suis frappé par le nombre d'entreprises qui ont décidé d'arrêter tout leur programme d'écoute pendant cette crise. On évalue entre les 3/4 et 4 entreprises sur 5 qui ont tout arrêté du jour au lendemain en disant que ils avaient le prétexte d'une réduction de coûts, donc ils voulaient faire des économies, mais je pense qu'il y a surtout la difficulté à gérer ce genre de dispositif, à être prêt à entendre les messages, et je pense que donc il y a un vrai dommage. Et je me permets donc juste de vous dire qu'en fait il y a des solutions qui ne coûtent rien. Donc nous on a lancé des solutions gratuites qui sont à disposition gratuite des entreprises, qui ont été utilisées par des milliers d'entreprises. C'est très facile aujourd'hui, ça ne coûte rien. Si vous jugez que l'écoute en soi est une action managériale forte par les temps qui courent. Alors, c'est intéressant, Douglas, parce qu'on a accès effectivement aux résultats du sondage et parmi l'audience, en fait, voilà, la grande majorité déclare que depuis le début de l'épidémie, effectivement, ils n'ont pas lancé d'enquête interne pour connaître l'état psychologique ou moral des salariés. Donc, ça va vraiment en ce sens-là. 33% déclarent que oui. Peut-être ça va vous amener un commentaire. Et ce que je vous propose aussi, c'est que Sophie fasse un point intermédiaire sur les questions et les réactions au niveau du chat pour qu'on puisse justement accueillir un peu d'interactivité et pouvoir répondre déjà aux premières interrogations de l'audience.
Merci, Émilie. Question de Maryse. Comment mesurez-vous le stress? Et on arrête les programmes d'écoute client, mais pas le reste. Très bien. Comment mesurer le stress? En fait, il y a plusieurs modèles qui sont utilisés. Nous, on a posé la question de façon très explicite, votre niveau de stress est-il augmenté ou pas? Mais en fait, il y a des échelles de 0 à 10 qui sont utilisées par à peu près tous les praticiens en psychologie, qui permettent de mesurer le niveau de stress. Donc, je peux communiquer avec vous. Donc, les types de questions qui sont employées. Et on a posé la question, en fait, quel était votre niveau de stress avant, quel est votre niveau de stress aujourd'hui? On a constaté, en moyenne, une baisse de 2 à 3 points, en fait, dans le niveau de stress déclaré par les salariés. Et si j'étais responsable d'écoute client, je dirais que c'est presque aussi important de continuer à communiquer et interroger ses clients. Alors, c'est vrai que ça va dépendre un tout petit peu de l'industrie. Nous, on travaille avec une grande ligne aérienne que vous connaissez tous. Ils ont arrêté tout, sauf l'écoute de leurs clients. Donc, parce qu'ils savent très bien que le redémarrage va être un moment clé. Il faut être au contact. Est-ce que vous avez des éléments justement sur les critères, les raisons, les facteurs qui font que le niveau de stress a un peu baissé? Est-ce que on imagine intuitivement que c'est peut-être le fait de ne pas avoir à prendre les transports, ce genre de choses, pouvoir s'organiser un peu différemment? Oui, en fait, il y a, on a constaté quand même que il y a des éléments. Attendez, je vais faire revenir mon écran ici. En fait, il y a des facteurs effectivement en termes d'organisation en fait qui ont joué. C'est le fait que on perd moins de temps un petit peu dans les transports. On a une flexibilité, etc. qui existe. Mais là encore, c'était propre finalement aux gens qui étaient déjà habitués un tout petit peu au télétravail. Et en fait, je pense qu'il y a une hygiène. Et je reviendrai peut-être par la suite, mais il y a une hygiène un tout petit peu du télétravail qui est maîtrisée par quelques-uns. Je peux peut-être passer tout de suite à ça. On a posé la question parmi les actions qui vous ont aidé à améliorer le mieux votre santé mentale. En fait, il y a toute une série de facteurs par rapport à l'hygiène du télétravail qui sortent en premier. Donc, c'est vrai qu'il y a tout l'appui psychologique de l'entreprise. Mais en fait, retrouver une certaine santé dans son rythme quotidien, c'est l'exercice, c'est le fait de bien distinguer ses responsabilités professionnelles et familiales. C'est bien sûr le régime, manger de façon équilibrée. Donc en fait, il y a un certain nombre de recettes relativement simples à mettre en œuvre, en fait, qui vont permettre justement à déjouer en fait l'augmentation du stress. Oui, effectivement, il y a une augmentation alors du niveau de conscience et de pouvoir d'action en fait des salariés sur l'organisation de leur temps et une augmentation de la conscience justement de ce qui tient à la vie privée, la vie professionnelle et un meilleur équilibrage. On a beaucoup de réactions intéressantes, notamment donc Anne Von Bank qui nous dit que effectivement chez Crédit Agricole SA, ils vont ils vont en fait évaluer la santé psychologique des équipes. Des réactions aussi au sujet, c'est quelque chose qui m'avait frappé aussi, sur la personne vers laquelle finalement le salarié pourrait penser se retourner spontanément pour partager sur son état ou pour se faire soutenir. On a vu qu'il y a un chiffre un peu inquiétant de 8% d'identification des DRH en fait et des équipes RH comme étant celles qui sont quand même d'écouter, d'accueillir le feedback, la situation et d'y réagir. Est-ce que ça vous appelle un commentaire? Est-ce que vous avez des données là-dessus? Non, en fait, je pose la question vraiment sincèrement. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise réponse? Je pense que si le management est là, est capable justement d'absorber ces éléments-là, je trouve que c'est tout à fait dans leur rôle. Ils ont une légitimité et ça montre qu'il y a cohésion donc dans l'équipe et je pense que ça c'est plutôt une bonne chose.
Donc, d'une certaine manière. en fait, pour vraiment juger de la crédibilité des RH, il aurait fallu poser la question, sentez-vous confortable avec l'idée d'aller parler de vos problèmes au RH? Mais c'est pas ce que nous avons fait. On a demandé aux gens vers qui ils se tourneraient en premier. Voilà. Oui. Donc, c'est pas nécessairement une mauvaise réponse. Et Émilie, juste une remarque sur ce point-là. Évidemment, ça peut paraître comme choquant, mais une remarque qu'on peut faire, c'est que c'est bien un rôle clé du manager d'être à l'écoute. Les RH pouvont être là en soutien, hein, mais ça reste quand même une vraie question. Il y a une question là qui est sortie tout à l'heure et qui est quand même assez intéressante, c'est quid des autres catégories de collaborateurs, puisque ce sont essentiellement des personnes en télétravail qui ont été évidemment. Quid de ceux en chômage partiel et en continuité de travail? Donc, à peu près, je crois que beaucoup d'études montrent qu'on est à peu près à un tiers, un tiers, un tiers. Qu'est-ce que vous en pensez, Douglas? Donc, c'est une bonne question. Donc, nous, on a, en fait, notre enquête englobait, en fait, toutes les catégories. Mais on est arrivé très, très vite sur en fait, l'arrivée de cette enquête qui était assez en amont par rapport à la nouvelle organisation qui était mise en œuvre par les entreprises nous permet pas vraiment de distinguer ces trois profils de façon de façon très pointue. Par contre, on est en train de lancer une autre enquête sur l'époque qui est en cours aujourd'hui avec la sortie du déconfinement. Et donc, je pense qu'on serait en mesure de répondre de façon plus précise à cette question dans une semaine à 10 jours. Oui, effectivement, une dernière question de Sophie Tazi, une remarque en fait qui insiste sur le fait qu'il serait intéressant, et votre étude va totalement dans ce sens-là, de pouvoir évaluer l'impact de cette adaptation des salariés au télétravail pour quantifier, évaluer la baisse du niveau de stress et du coup en tirer des enseignements sur le recours au télétravail post-pandémie. Merci beaucoup on va conclure cette séquence et aborder la troisième séquence de cet échange avec Charles-Henri. Merci Émilie. Alors pour cette troisième séquence, nous voyons beaucoup d'attentes de la part des salariés, en effet. Mais comment doivent réagir les entreprises? Qu'est-ce le what's next? Qu'est-ce que doivent faire? Avez-vous des éléments de réponse dans vos enquêtes? Et on va en profiter pour lancer le troisième sondage, qui pose une question assez simple. Pensez-vous qu'après cette crise, votre entreprise va recourir davantage au télétravail pour certaines populations de salariés? Et Douglas, donc je vous laisse ouvrir des pistes possibles pour les semaines et les mois à venir. Tout à fait. Et là, je ne suis pas devin, donc je ne prétends pas avoir l'ensemble des réponses, bien sûr. Donc, il y a des éléments en fait qui sortent un tout petit peu de l'enquête qu'on vient de voir, en fait, sur le fait que la communication est essentielle et que d'être vraiment en flux tendu, en fait, dans les communications, y compris d'être dans la transparence quasi complète, y compris sur ces incertitudes aujourd'hui. Je pense que aujourd'hui, j'ai des proches qui ont été touchés par le Covid-19, qui sont accompagnés par le plateforme Covidum au quotidien. Les médecins qui parlent avec ses proches leur disent: vous savez sans doute autant que moi sur la maladie. C'est quand même étonnant. Je pense pas qu'on aurait dit ça, donc un médecin aurait dit ça à son patient il y a 2 ans. Donc c'est vrai qu'on est complètement submergé par les informations et donc je pense qu'il faut être dans la transparence donc lorsqu'on communique avec ses salariés, parce que en fait leurs sources d'information souvent sont aussi bonnes que celles des dirigeants. Donc je pense que c'est très important et on a un tout petit peu de recul. Puisque moi, personnellement, j'ai l'expérience de 2008 où j'ai accompagné des entreprises. Et ce qu'on sait, c'est que les entreprises qui ont continué à écouter leurs salariés pendant la crise, en fait, y compris à travers d'enquêtes quantitatives, ont gardé la confiance de leur personnel dans des proportions beaucoup plus élevées que les entreprises qui ont décidé de tout arrêter. Donc, je pense que c'est très important de continuer à écouter. Les entreprises, les sociétés qui se sont crispées, qui se sont tues, en fait, ont entamé cette confiance qu'ils avaient avec leurs salariés. Ils ont fragilisé le lien de confiance
Et qui dit confiance dit engagement, et qui dit engagement dit performance. Donc, l'écoute, voilà. Deuxième grand attribut de leadership qui est prééminent aujourd'hui, c'est l'empathie. C'est le moment de le manifester. C'est le moment, en fait, de demander aux gens comment ils vont. Et ça ne coûte rien, comme je viens de vous le dire. D'ailleurs, nous avons travaillé avec une entreprise récemment. Moi, je considère, et comme beaucoup de psychologues, l'empathie comme une valeur féminine. On a constaté dans une entreprise que les équipes qui étaient dirigées par des femmes s'en sortaient mieux que des équipes dirigées par les hommes. Alors, je ne veux pas faire du mal à mes collègues masculins, mais en fait, je pense qu'on a beaucoup à apprendre, un tout petit peu. Donc, en fait, sur une façon, en fait, de manager avec empathie, en fait, pour mieux aider les gens par des temps qui courent. Et Douglas, vous avez vu cette image, cette photo qui sur les réseaux qui est passée il y a quelques semaines, en montrant que les pays qui s'en sortaient mieux étaient tous dirigés par des femmes. Oui. Je crois qu'il y avait 5 ou 7 pays. C'était incroyable. Bon, alors, vrai ou faux, mais il y a quand même quelque chose. D'ailleurs, j'ai un collègue de Genève qui fait des études régulières sur l'impact de la féminisation dans les COMEX, Michel Ferrari, qui montre que systématiquement, la présence des femmes a un impact et a une relation directe avec la performance. Voilà. Je vous laisse. Allez-y. Non, mais c'est essentiel. Donc, effectivement, donc cette qualité d'écoute, cette empathie est très importante. Je pense que c'est aussi important, voilà, en fait, donc d'être dans un mode écoute. En fait, si on va mesurer, en fait, on ne mesure pas pour suivre des KPI. Ça ne sert à rien de mesurer l'engagement aujourd'hui. En fait, l'important, c'est d'écouter. C'est pas suivre donc des indicateurs. Et donc, je pense que ça, c'est essentiel. Et je pense aussi, donc, essayer de ramener ces dispositifs d'écoute à un niveau local pour qu'on puisse agir en conséquence. Je pense que très important, c'est de boucler la boucle, feedback-réponse. Et la réponse n'est pas nécessairement un programme tout nouveau à être écouteux. C'est tout simplement, c'est déjà reconnaître en fait l'état dans lequel en fait se trouvent donc les salariés aujourd'hui. Donc, essayez de ramener ça pour être le plus réactif possible par rapport aux besoins de vos salariés. Et puis, je pense que le télétravail, en fait, ça s'apprend. Les gens, on a vu en fait, qui étaient le moins bien préparés, en fait, s'en sortent moins bien. Il y a une hygiène de télétravail, comme j'ai évoqué tout à l'heure, en fait, qui est tout à fait important. Alors, moi, nous, on a plusieurs milliers d'entreprises qui ont utilisé nos dispositifs d'écoute gratuite pendant cette période. Mais juste pour vous montrer l'appétit qui existe dans les entreprises par rapport à ces dispositifs-là, quelques exemples. Donc, malheureusement, c'est des entreprises qui, par les temps qui courent, qui ne veulent pas trop communiquer. Un grand groupe européen, en fait, ils ont eu en 45 minutes, c'est un groupe de 100 000 personnes, il y a 24 000 salariés en 45 minutes qui ont répondu aux petites enquêtes sur leur bien-être. C'est juste extraordinaire. Un grand groupe pétrolier américain, 50% de taux de réponse en 5 heures. Et en fait, un de nos clients les plus réactifs, donc un DH d'un grand groupe alimentaire européen, qui depuis le 16 mars pilote ses actions RH avec une enquête hebdomadaire. En fait, ils balaient les enseignements en comité RH toutes les semaines et ils prennent un certain nombre de mesures, donc vraiment au fil de l'eau par rapport aux problématiques émergentes qui sont constatées dans ces enquêtes. Alors, à ce stade-là, c'est vraiment anecdotique, mais il y a un certain nombre d'enseignements que j'ai trouvé très intéressants. C'est bien sûr, donc le climat et le moral vont être différents en fonction de la géographie et la durée du confinement. Et c'est très intéressant, si vous êtes dans un groupe international, de pouvoir anticiper des mouvements d'humeur en fonction des bureaux peut-être qui s'ouvrent plus rapidement ou qui se sont confinés depuis plus longtemps. Je sais que nous avons fait ça déjà chez Qualtrics. On constate aussi plus de résilience dans les grandes entreprises internationales. Je n'ai pas nécessairement une explication pour cela. C'est peut-être la diversité de réponses qui a joué. Le télétravail, plus difficile pour ceux qui ne le pratiquent pas avant, ça j'ai déjà évoqué plusieurs fois. Et puis, des attentes nouvelles. Donc,
c'est des communications structurantes corporate, mais aussi donc une attente en termes de pour sortir un tout petit peu de son isolement social. En fait, c'est plus de communication informelle dans les équipes, donc des chats, des apéros, donc par Zoom, etc. Un certain nombre de choses qui vont rythmer un tout petit peu la vie sociale dans les équipes. Et puis, bien sûr, donc utiliser ce temps-là, en fait, pour se développer personnellement, donc des attentes très fortes pour bien utiliser le temps de temps libre éventuel qu'on pourrait avoir. Voilà. Oui. Douglas, une question sur justement l'empathie d'Arnaud qui nous dit on voit dans différentes études qu'une part de la détresse psychologique des managers serait due justement à leur trop grande empathie. Qu'en pensez-vous? Moi, personnellement, je l'ai pas vécu, cette trop grande empathie. Je pense qu'il y a c'est vrai, avant la crise, on disait il faut pas demander toujours si ça va aux gens, surtout si on sait qu'ils ont un problème. Mais je pense que c'est mieux de pêcher dans un premier temps avec un tout petit peu trop d'empathie, éventuellement de revenir un tout petit peu là-dessus par la suite. Donc peut-être. Tous les excès sont mauvais, mais je pense que c'est mieux de partir du principe qu'il n'y en a pas assez déjà. Douglas, je pense que cette question à l'empathie touche effectivement à la question du manager qu'on était avant, quelque part. Et c'est très difficile de demander aux personnes de devenir empathiques du jour au lendemain. Alors, il y a une petite remarque de Maryse qui nous dit « Je ne suis pas d'accord sur le sujet des femmes ». Il y a un certain nombre de femmes qui sont, alors j'utilise le terme non-empathize. Je suppose que ça veut dire non empathique. Évidemment, nous avons des exemples, des contre-exemples, il y en a beaucoup. Bien sûr. Non, bien sûr. Non. Il faut pas ramener ça au niveau individuel. Donc, je voulais traduire quand même une idée sur l'importance d'une valeur qui a été classée par les psychologues il y a 20 ans comme étant une valeur plutôt féminine, mais on a tous une part de féminin en nous et il y a des hommes qui font ce travail très très bien aussi. Une autre question sur le télétravail de Sophie. Il serait intéressant de réévaluer l'impact de l'adaptation des salariés au télétravail sur la baisse du niveau de stress. Ouais, tout à fait. Non, je pense qu'il y a un énorme chantier. Je ne sais pas de quoi sera fait demain. On voit des scénarios qui vont du bouleversement complet à un back to normal assez rapide. Je pense qu'il y aura une accélération nécessairement d'un certain nombre de phénomènes provoqués par cette crise. Et je pense que le télétravail va en faire partie. Et ça va être très intéressant de voir comment en fait les gens assimilent un tout petit peu ces nouvelles pratiques, ces nouvelles organisations. Et ça peut être un levier très important pour déstresser. Et surtout, Douglas, quand on regarde les résultats du sondage qu'on a lancé, il y a 63% donc de personnes qui ont répondu, qui disent que oui, le télétravail, on va avoir recours davantage au travail. Donc, on va apprendre quelque part. Ouais. On a appris durant la crise de façon accélérée et évidemment, on va continuer à apprendre. Ouais. Surtout dans les semaines à venir, puisque dans tous les pays et en France en particulier, on incite les entreprises à surtout ne pas faire revenir les salariés en masse, évidemment. Alors moi, il y a quand même un point au début qui m'a juste un tout petit peu perturbé, c'est quand on voit que la moitié des salariés disent que les dirigeants ne comprennent pas les enjeux. C'est quand même juste un peu inquiétant. Est-ce que c'est le cas avec cette... Enfin, c'était avant la crise. Oui, tout à fait. Ouais. Alors, est-ce que la crise va accélérer la prise de conscience des dirigeants d'un certain nombre d'enjeux? Alors, je ne sais pas d'ailleurs, derrière cette question, c'est un peu général, mais c'est quand même un peu inquiétant. Comment on peut en fait, on reste en fait en France quand même sur une culture un tout petit peu plus command and control que dans d'autres pays. Il y en a d'autres qui sont pires, mais la France quand même, il y a des vestiges culturels quand même d'un système assez hiérarchique. Et en fait, je pense que ça joue. On a des organisations avec des statuts juridiques qui dictent un peu la place de l'individu dans l'entreprise. Donc, il y a que 2 ou 3 pays au monde où ça continue à exister. Donc, je pense qu'il y a des choses
en fait structurants qui vont demander énormément de temps à se résorber. Je suis pas persuadé que cette crise va radicalement changer ces éléments très, très structurants dans les entreprises. Émilie, tu peux peut-être voir dans le chat, là, il y a une question sur les émotions, je trouve. Alors oui, effectivement, j'observais en vous écoutant les échanges effectivement entre Sophie, Fatima et Faiza en fait au sujet de cette empathie. Ça rejoint le point que vous étiez en train de développer, ce côté un peu ce qu'on appelle bottom-up, enfin l'expérience aujourd'hui. On voit que beaucoup d'entreprises se mettent au service, à l'écoute du client, à l'écoute des collaborateurs qui sont à l'écoute du client aussi, et ce côté un peu bottom-up, donc du coup la ligne managériale qui se mettrait un peu plus au service des employés. Et cette logique un petit peu d'interroger l'empathie ou la surempathie qui est à la fois un arbitrage émotionnel, est-ce qu'on est capable de pouvoir répondre, et puis de communication, de capacité de communication pour finalement expliciter et puis gérer d'un point de vue simplement verbal déjà des émotions, explorer, répondre, rassurer, etc. Donc ça se traite aussi par pas mal de formation et de coaching. On a beaucoup de managers qui se font coacher aujourd'hui aussi dans ce sens-là. Mais il y a cette notion effectivement de finalement quand on me confie quelque chose en tant que manager empathique, j'ai le souci, j'ai le souhait de réagir, d'agir et du coup d'actionner des moyens et des leviers. Effectivement, c'est là où il y a une tension qui est relatée et qu'on observe sur la capacité et les moyens d'action du manager dans l'entreprise. Donc c'est vrai que ce levier empathie, levier d'action est assez fort. Est-ce que vous rejoignez un petit peu cette… Oui, tout à fait. Maintenant, c'est vrai, on est au milieu du gué. Je pense qu'il va falloir faire un bilan dans quelques mois pour voir en quoi beaucoup de ces éléments-là continuent à perdurer un tout petit peu dans les relations qui vont exister et la façon dont les équipes vont être animées. C'est des chantiers qui sont très lourds, comme vous le disiez. Je pense pas qu'on va changer radicalement des choses. On est contraint à faire un certain nombre de choses aujourd'hui. Voilà, j'espère que les choses vont bouger, que cette expérience collaborateur va être davantage prise au sérieux, qu'on comprend vraiment l'enjeu de performance pour les entreprises, qu'on est vraiment dans du donnant-donnant. Mais voilà, on va. J'ai bien peur qu'il y a beaucoup de choses aussi qui se dissipent malheureusement un peu trop rapidement par la suite. Douglas, on a à peu près 5 minutes maximum. Il y a quand même un point soulevé par Sophie Tazi, qui dit qu'elle a constaté la frustration de certains managers empathiques qui ne pouvaient pas exprimer leur empathie par des actions, dans des actions par manque d'autonomie. C'est-à-dire que les conditions données par l'organisation ne permettaient pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, on ne devient pas empathique du jour au lendemain. Je veux dire, même si c'est une qualité indispensable. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, je veux dire, par rapport… Est-ce que, par exemple, les entreprises ont appris à développer l'autonomie de leurs collaborateurs et de leurs managers, puisque de toute façon, ils y étaient un peu contraints. Est-ce que cette autonomie, entre guillemets, donnée par force, va perdurer? Voilà un petit peu l'idée. Là encore, c'est des chantiers très, très lourds. En fait, on ne crée pas une culture de l'empowerment du jour au lendemain. Je serais intéressant de savoir concrètement de quel type d'autonomie on a besoin. Parce qu'il y a des choses qui relèvent tout simplement de la communication et le temps qu'on est prêt à passer avec ses salariés. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent passer avec la parole. Oui. Et puis, il y a les moyens plus matériels, etc. Moi j'ai la chance d'être dans une entreprise qui croit énormément à l'expérience de ses collaborateurs. Alors, il y a un budget, chaque manager a un budget pour animer un petit peu la vie de son équipe. Ce budget a été maintenu pendant la crise. Ouais. Donc, je pense que il faut faire aussi attention. Parfois, je trouve qu'il y a des entreprises qui utilisent un raisonnement économique pour justifier un certain nombre de choses. Je ne serais pas même surpris si beaucoup d'entreprises continuent à faire travailler les gens de façon à distance parce que en fait, on fait des économies. Donc, il ne faut pas être dupe non plus. Le télétravail peut être un facteur d'économie pour les entreprises aussi. Donc, mais si on a le souhait quand même d'optimiser la performance de l'individu, des salariés, des collaborateurs, il est essentiel quand même déjà de capter l'attente. Et je pense que beaucoup de choses peuvent être traitées
tout simplement par le dialogue. Bien sûr. Émilie, tu reprends sur le chat. Là, alors, on a une session qui est très interactive. Bravo et merci à vous. Effectivement, Valérie Bourassin qui abondait dans le sens de tout à l'heure de chiffres que vous aviez et qui nous partageait son expérience en tant que manager, qui disait qu'effectivement, en tant que manager d'équipe, le développement des relations de pair à pair au sein de l'équipe en horizontal était vraiment en train de se développer très fortement et répondait à un certain nombre de choses. On l'a vu tout à l'heure dans vos slides. Voilà. Donc du coup, je pense que c'est vraiment intéressant de capitaliser aussi sur le chat. C'était une session très interactive, malheureusement qu'il va nous falloir conclure pour libérer le temps et le canal pour une autre session. Mais effectivement, vous aurez accès à l'ensemble des slides et le contact de Douglas, évidemment, que vous pourrez recontacter pour poursuivre ces échanges. Je pense qu'on est arrivé au bout du temps. Oui, bah écoute, Émilie, nous allons conclure. Merci Douglas, parce que à la fois les résultats de l'étude et puis l'étude future va être passionnante, parce que je pense que les entreprises vont pouvoir peut-être enfin lancer des actions sérieuses et faire ce qu'on appelle la cohérence discours et actes. D'ailleurs, c'est le thème un peu d'une session de cet après-midi avec le leadership exemplaire. Super. Je te laisse la main, Sophie. Merci beaucoup. Douglas, peut-être un dernier mot? Non, écoutez vos salariés. Écoutez vos salariés. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de partager donc ces résultats avec vous. Merci Émilie, merci Charles-Henri. Il faut écouter les enfants aussi? Toujours. Tout le monde. Merci. Voilà, merci à vous. Belle journée. Bonne À très journée. vite. Au revoir. Au revoir. Au revoir.